Bonjour, bonsoir. Il y a assez longtemps que je n'enregistre pas en français, dans ma langue natale. Et on m'a demandé alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu n'enregistres qu'en espagnol? Tout simplement parce que les sujets qui ont attiré mon attention et puis qui ont également exigé mon attention étaient à partir du 8 mars, la marche des femmes, ensuite la question de la situation des femmes, etc. Tout a tourné autour du Mexique. Cependant, je ne vous oublie pas. Merci pour vos messages, merci pour vos démonstrations de solidarité qui sont nombreuses, de différentes localisations en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, au Canada. Ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la réflexion sur les périodes de notre vie où nous sommes en transformation sans vraiment le savoir. Donc les adolescences, les convalescences, les transcendances, toutes ces périodes où on a l'impression qu'on est en train de laisser pour toujours ce qui était avant. Et en fait, il s'agit d'une transformation qui récupère certains éléments du passé, qui prend certains éléments du présent pour en faire quelque chose de tout à fait particulier. En ce qui me concerne, il s'agit de la réflexion sur l'écriture qui a toujours été là. J'écris depuis que j'ai l'âge de 10 ans. J'ai peut-être 50 cahiers, 50 journaux, mais je n'avais jamais encore écrit pour publier, sauf mes thèses de psychanalyse, etc. Thèse sur la reconstruction économique en Bosnie. Mais là, c'est différent. J'ai décidé d'écrire enfin pour être lu d'autrui, pour être lu par autrui. Et donc, l'activité d'écriture aussi me prend. Je donne à l'activité d'écriture, elle ne me prend rien en fait, elle me donne tout. Mais je donne à l'activité d'écriture plus de temps. Et c'est pas forcément du temps où on doit bloquer tout le reste, puisque c'est en lien avec tous mes intérêts, toutes mes passions saines. J'écoutais et je lisais Frantz Fanon récemment. Je parle du racisme comme une passion. Effectivement, c'est une passion malsaine, mais c'est une passion aussi. Donc toutes les passions ne sont pas bonnes. Cette parenthèse mise à part. Voilà, la réflexion sur l'écriture, sur la voix, V-O-I-E, et sur la voix, V-O-I-X. Papi, cuéntame otra vez la historia de dónde vine yo, de dónde vienen todas las personas, los pájaros y el sol. Sí, está. Pero ella sí es como súper puntual. Súper puntual. No, bueno, pues excelente. Así recojo la ropa y... Listo. Muchas Pues, gracias. Mucha suerte, Igualmente, gracias, van a dejar aquí ya se abrió todo esto, ya no va a haber. Ojalá que no, ¿verdad? Esperemos que no. Que nos quedemos así porque es mejor, más convivir. Menos aislamiento. Menos encerrados. Hay que cuidarnos, pero no estar como aislados. Totalmente. Gracias. Buen día. Hasta luego. Igualmente. Bye bye. El podcast Just in Time, porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión, caminar, observar, reflexionar para empezar algo nuevo. Donc en parlant de la question d'écriture, de l'écriture, je repense à ma propre adolescence où l'écriture a joué un rôle essentiel. L'écriture pour moi, non pas l'écriture de production écrite à l'école. Et j'observe aujourd'hui l'adolescence de très près
de mon propre enfant qui n'a pas ce recours, qui n'a pas cet outil, parce qu'aujourd'hui, l'adolescence, c'est les réseaux sociaux. L'adolescence, surtout en crise, en phase de pandémie, en crise sanitaire, pendant une crise sanitaire comme celle que nous sommes en train de traverser, qui n'en finit pas, les réseaux sociaux deviennent la seule porte vers l'extérieur, la seule voie d'accès à l'extérieur. Et donc, il est rare de voir qu'un adolescent de 15 ans prenne son journal intime et se mette à écrire. Ce serait quelqu'un à part. Alors, il est probable qu'à mon âge, je n'ai pas été comme tous mes amis ou toutes mes amies, car j'avais cette habitude de l'écriture instaurée depuis assez longtemps déjà, 5 ans. Donc, effectivement, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'adolescents sans réseaux sociaux. Les adolescents sont toute la journée sur leur écran. Et en phase de pandémie, en période de pandémie encore plus, puisqu'ils sont sur leur écran d'ordinateur et leur écran de téléphone. Donc deux écrans connectés toute la journée à 2 écrans. Ici au Mexique, encore davantage, parce que nous sommes en confinement, en tout cas scolaire, depuis 1 an. 1 an d'école devant un ordinateur. 1 an d'école assise. Ce qui provoque énormément de ravages au niveau des yeux d'ailleurs, des oreilles, les lunettes, la perte de vue, la difficulté pour supporter le casque. Toutes ces choses-là apparaissent de toutes parts. Et puis, d'autre part, la position assise. Alors, la position assise et la position de l'écrivain. C'est un peu les sujets avec lesquels je vais introduire aujourd'hui la réflexion sur la voix. J'ai ressenti qu'il devenait pour moi impossible de continuer à rester assise, puisque la moitié de ma journée, je suis enseignante donc, et je suis assise. La semaine dernière, j'ai décidé de mettre fin à la position assise et j'ai inventé un bureau trampoline. Alors, ce bureau trampoline, c'est un ordinateur avec un clavier encastré dans une étagère, dans une bibliothèque. Et pour y accéder, il faut que je monte sur un trampoline. Donc, ce n'est pas un secret. J'en ai parlé aux personnes qui me côtoient dans le cadre de l'enseignement. Et je revis. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être une invention qui va faire son chemin. En tout cas, elle fait son chemin pour moi. Parce que depuis que je suis debout, tout va mieux. Tout va mieux, en tout cas, dans ma présence à cette passion qu'est l'enseignement, qui me faisait du mal. En fait, on ne peut pas être dans sa passion positive et être en train de se faire du mal en même temps. C'est pas du tout cohérent. Donc, à mon avis, on a toujours besoin d'élaborer des plans, de réfléchir à des stratégies pour rester dans la cohérence dont on a déjà parlé dans ce podcast. En ce qui concerne les choix qu'on a faits, et si les choix qu'on a faits ne reflètent plus ce bien-être qu'on recherchait, eh bien, soit on part, soit on fait des ajustements. Donc voilà, le bureau trampoline me permet de rester en mouvement, comme dans ce podcast. Et je sais que les personnes l'écoutent aussi en marchant, très souvent, ou en faisant la vaisselle, enfin en faisant quelque chose, rarement allongé. Ça, ce bruit qu'on entend là, cette clochette, c'est la clochette des poubelles. Je fais une petite parenthèse parce que c'est intéressant. Donc c'est un homme qui porte une casquette, des gants et une clochette dans sa main droite et qui circule dans les rues pour annoncer que le camion des poubelles est là. Donc là, les personnes doivent descendre avec leurs poubelles pour aller le déposer au camion. Il est rare d'avoir des bâtiments, sauf les bâtiments un peu luxueux avec un certain standing,
qui comporte un employé, une personne qui est chargée, qui soit chargée de descendre les poubelles. Voilà, parenthèse de la petite clochette qu'on a entendue faite. C'est donc l'invention de cette chaise qui a disparu, ce bureau trampoline qui me remplit de joie. Et je crois que ça se transmet. Je pense que mes élèves ont pu ressentir un changement depuis la semaine dernière où j'ai bazardé le bureau, la chaise, et j'ai dit c'est fini. Donc à bon entendeur, salut. Pour ceux qui veulent expérimenter le bureau sportif, qui est un grand plaisir. Le matin, la ville de Mexico est calme. Les gens sont installés dans des cafés en train de lire ou alors des gens en train de travailler. Les personnes portent toujours les masques, mais il y a un certain relâchement. On parlait hier d'une augmentation de 4% des cas, alors que apparemment le ministre de la Santé disait que les dernières 6 semaines avaient été vécues en chute de cas. On voit des personnes qui marchent, qui font de la marche rapide, des promeneurs de chiens de partout, puisque ici les personnes ont des chiens, mais les personnes travaillent, donc c'est une tradition d'avoir un promeneur de chiens. C'est très agréable, la ville de Mexico le matin, elle est fraîche. Enfin évidemment, pas dans tous les quartiers. Jamais avoir une image lisse de la réalité. En tout cas, c'est ce que je peux partager ici avec vous. Et les personnes commencent à travailler en général assez tard. Souvent dans les bureaux, on fait du 10h, 20h pour voir plus dans les bureaux des entreprises. Donc ça commence à peine en fait. Évidemment pour le monde corporatif, alors que dans les petits métiers, on commence beaucoup plus tôt. Il y a des skateurs, des marcheurs, des coureurs. Les personnes se mettent en mouvement. Et donc pour revenir à la question de l'adolescence, on a 2 thèmes qui se croisent aujourd'hui sur la question de la voix, trouver sa voix, l'écriture, l'adolescence, ce qui est en transformation. Je crois qu'il n'y a rien de plus difficile que d'élever un adolescent sur une période normale et aussi sur une période de pandémie. C'est très dur. Ça requiert énormément de perspective, de distance. Et l'impératif de faire une psychanalyse avant d'élever un enfant devient pour moi de plus en plus présent et de plus en plus évident. En dehors de cette difficulté, ce que j'observe, c'est que les adolescents aujourd'hui, donc les personnes qui ont 15 ans, à peu près aujourd'hui, qui ont grandi dans la période MeToo, sont extrêmement conscients de questions sur lesquelles on n'était pas du tout conscients, nous, à leur âge. C'est-à-dire, par exemple, la question de la liberté par rapport au genre. Un matin, on se réveille et son ado dit en fait, je suis un garçon, bien, je suis une fille et vous allez tous m'appeler comme ça et vous allez tous respecter qui je suis. Alors que, pourquoi ? Parce que simplement, je me sens mieux comme ça. Ça, c'est quelque chose qui, de la génération des parents, des adolescents d'aujourd'hui, était impensable. Et encore aujourd'hui, les personnes de cet âge-là, de 40, 45, vont devoir lutter pour se faire reconnaître pour ce qu'elles sont. Donc ça, c'est admirable. Je trouve ça extraordinaire d'avoir la chance de partager le quotidien d'une personne comme ça. Très, très intéressant. Et puis, évidemment, avec tout ce qu'implique ce courage, c'est-à-dire le rejet, la maltraitance, surtout dans un pays où les mentalités sont encore très,
très en retard, très ancrée dans la famille, dans le qu'en dira-t-on, dans le paraître et non l'être, etc. Mais personnellement, c'est une chance pour moi d'avoir de pouvoir partager ce quotidien avec une personne qui a cette façon de penser et qui apparemment n'est pas la seule de sa génération. Donc, c'est-à-dire, ils et elles sont beaucoup plus libres que ce que nous étions. Après, c'est difficile, complexe, parce que je pense que cette génération-là est en train de construire une mentalité, une morale peut-être, une nouvelle société dans une époque où on ne sait pas si la planète sera encore debout dans 30 ans. Tout change. Donc moi je m'accroche à mon ado qui me fait découvrir le monde à travers ses yeux. Certes, c'est dur, mais je le prends comme une grande chance en fait, un privilège, parce que ce partage m'ouvre des perspectives inouïes. Donc vive les ados aujourd'hui qui sont très courageux, qui sont fâchés de la façon dont nous avons traité la planète, le monde, dont nous avons construit les systèmes politiques. Et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Et aussi très au clair par rapport aux relations amoureuses. C'est-à-dire, hier par exemple, la remarque que j'ai entendue, c'était mais d'où est-ce que... On regardait un film, qui est un très bon film d'ailleurs, qui s'appelle The Perks of Being a Wallflower, issu d'un roman d'un auteur américain, je pense, ou anglais. Je n'ai pas vérifié, mais c'est très bien, parce qu'il parle justement de l'adolescence et il touche le thème de l'abus sexuel. Et donc la remarque entendue, c'était mais d'où est-ce qu'il sort qu'il faut faire absolument toutes les activités que son partenaire aime faire ? Alors que c'est vrai que c'est pas du tout une évidence, mais c'est quelque chose qui a été acquis, qui a été transmis par les familles, par les parents. Il faut tout faire ensemble, aimer la même chose, se sacrifier pour l'autre. Et c'est vrai que d'une génération à l'autre, on n'a pas du tout le même regard. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur pourquoi est-ce que les parents ou la mère, le père ont fait ceci, ont fait cela, sur quelle était la prémisse qui se trouvait derrière cet acte-là. Donc des déconstructions très d'Hérédien, des déconstructions permanentes aujourd'hui dans l'adolescence. Donc on peut avoir le genre qu'on souhaite avoir, on peut être non-binaire, on peut clairement ne pas avoir à décider, on peut distinguer l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression du genre. On est très au clair aussi quand on a 15 ans sur le consentement, c'est-à-dire le consentement doit être verbalisé. Il n'est pas question de sous-entendre qu'on est apprécié par quelqu'un, qu'on va avoir une relation avec quelqu'un sans le verbaliser, sans le parler, sans le dire. Et ça, c'est très au clair pour eux, alors que les autres générations s'empêtrent dans la difficulté, dans les interprétations. Donc je reste très attentive et je suis le témoin de cette adolescence. Je suis très reconnaissante, malgré les coups et les difficultés, c'est vraiment pas facile tous les jours. Et bien voilà, c'est aujourd'hui une sorte d'ode à l'adolescence. Allô ? Hello ! Elena, Salut. Ça va ? c'est super. Ben oui, et toi ? Très bien, merci. Alors, on commence toujours par le même petit jeu, décrire ce qui nous entoure. Le principe étant qu'on marche, qu'on est en mouvement. L'âme en mouvement. Alors, qu'est-ce que tu vois autour de toi à cet instant précis ? Alors moi, je vois beaucoup le soleil qui est en train de se coucher face à moi. Après, sur ma droite, il y a beaucoup de meubles que des gens ont déposés parce que j'habite Paris et c'est un quartier où il y a beaucoup de brocantes aussi, de choses comme ça. Et là, il y a plein de meubles sur ma droite. Il y a un arbre qui a été coupé aussi. Et puis, je vois des jolis dessins qui sont comme des graffitis sur un mur. Et plein de bourgeons dans les arbres.
Très belle description, Voilà. le passage de l'arbre coupé au meuble. Très intéressant. Alors, je T'as te vu? présente. Ah oui, hein. Oui. Je te Céline, Céline, tu es chanteuse, tu es sophrologue, sonothérapeute, Mm. passionnée de la vie. Il y a longtemps, tu m'as présenté un jeu pour lequel je suis tombée en amour, qui était le jeu du Tao, Oui. et que j'ai Ah rapporté oui. au Mexique et auquel je joue Ah, génial. assez souvent. Donc, continue à parler de de libérer la voix, de la liberté, Oui. de l'amour. Comment est-ce que tu vis cette période à la liberté, l'amour et la création? Alors moi, je suis d'une nature positive, donc optimiste. Donc malgré les contraintes, les complications, les annulations et tout ça, ben, comme j'ai ma joie d'enfant qui est quand même toujours activée du fait peut-être que je sois artiste aussi, alors j'essaye de créer. Voilà comment je m'en sors. Je me fais mon immersion et je crée beaucoup. Donc je chante, je crée, j'essaye de me projeter quand même dans l'avenir en essayant d'être souple et de me dire que si ça s'annule, se reporte, eh bien c'est pas grave, ça va se faire. Mais voilà, avec un temps. Donc si tu veux, je me suis pas résignée, loin de là, mais par contre adaptée. Et la création donc m'aide beaucoup. Ouais, la création m'aide beaucoup, ça Alors. c'est sûr. Comment est-ce que tu t'organises? Qu'est-ce que tu crées? Qu'est-ce que tu produis? Alors, je Comment crée tu définirais ta création? Alors je crée des chansons. Oui. Je crée aussi, par exemple, des ateliers. Donc, j'aime bien inviter les gens à libérer leur voix. Donc, je fais des programmes pour des stages, par exemple. J'essaye de commencer à écrire mon livre. Donc, ça passe par l'écrit, par le chant et par aussi, comment dire, j'essaye de créer de nouvelles choses aussi, par exemple en moi-même ou dans mes accompagnements. J'innove beaucoup, tu vois, donc je propose des nouvelles choses. J'expérimente aussi moi-même. Voilà, et puis même ça passe aussi par la nourriture. On a changé beaucoup d'alimentation dans notre vie là de famille. Donc même la cuisine fait partie de la créativité et donc nous mangeons différemment. Donc, alors si c'est très curieux ce que tu dis parce que justement dans l'introduction je parlais du fait que j'avais donc on a vraiment ah ben ça oui, et c'est génial. Cette difficulté, oui. Il y a cette difficulté, on trouve cette difficulté par rapport aux aliments. Les gens s'ennuient de toujours manger la même chose. C'est ça. Donc, c'est vraiment un moment important pour créer. Alors, comment est-ce que tu pourrais nous expliquer comment à libérer leur voix? Comment on peut aider une personne? Alors, déjà, c'est là où ça a un lien avec ce que tu fais aussi. Ça commence non pas par la voix, mais par le corps. Par le corps. C'est-à-dire là, voilà, je marche, donc c'est génial de pouvoir parler déjà à distance comme ça, merci les réseaux. C'est génial. Et le corps en mouvement, le corps qui respire, le corps qui est tendu, donc on a besoin de détendre. Donc déjà être bien dans son enracinement, l'ancrage, sa respiration. Et puis après, découvrir tout doucement sa voix, mais je commence souvent la voix par l'intérieur. Parce que souvent, on veut tout de suite que la voix soit belle à l'extérieur, on projette, on est... Et là, je fais un retour un peu à l'intérieur en me disant, OK, on va essayer de sentir votre voix, de comment ça vibre à l'intérieur de vous. Voilà, toi qui chantes aussi des mantras, tout ça. Donc, c'est vraiment une sensation plus d'approche avec la vibration. En fait, la voix, après, elle s'exprime naturellement. Quand tu clarifies, quand tu équilibres tous ces paramètres. Bien sûr. Donc, c'est comme les oiseaux, tiens, tu vois, les oiseaux chantent au moment où on parle de ça. Oui, en tout cas, tout à fait. Je suis face à un bougainvillier gigantesque, on dirait une montagne. Et il y a les oiseaux qui viennent. Il est rose presque fuchsia, fuchsia. Waouh, magnifique.
Est-ce que tu aimerais nous expliquer, me dire en tout cas, et puis expliquer à nos auditrices et nos auditeurs, comment est-ce que pour toi, c'est produit ce processus de libération par la voix? Parce que on n'est capable de partager et de guider que lorsqu'on a été traversé par le processus, forcément. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Ah bah alors moi, si tu veux, je fais le parcours rapide, c'est-à-dire que ma mère m'a toujours dit que quand je suis née, je n'ai pas poussé mon premier cri de vie quand tu sors du ventre, là, waouh, tu as cet inspire et tu pleures. Donc je pense que moi j'ai été frustrée de ça et depuis je me suis largement rattrapée. Bah oui, je pense qu'il y a un lien avec ça. Donc si tu veux, moi j'avais un père, j'ai toujours un père, mais qui est une grosse voix. Je suis dans une famille avec des grosses voix, si tu veux. Ça parle fort, beaucoup, tout le temps. Comme moi aussi d'ailleurs. Et si tu veux, il y a deux façons. Soit on se tait et on se frustre, soit on parle plus fort et on parle beaucoup. C'est ce que j'ai fait. Donc au début, j'ai vraiment été dans l'extrême. Et bien évidemment, après, j'avais carrément des laryngites. Enfin, j'ai eu plein de petits soucis de voix. Et après, je me suis calmée, apaisée. J'ai appris à gérer tout ça et me dire qu'on peut parler doucement et être entendu, que l'on peut ne pas parler tout le temps et c'est pas pour ça qu'on va pas être reconnu ou prendre sa place. Donc maintenant, je suis toujours quand même dans cet équilibre à trouver, on peut dire, entre le son et le silence. Mais moi, ça m'a demandé quand même une certaine audace parce que même si j'ai toujours aimé chanter, je chante dans la rue. Par exemple, en ce moment, on a trouvé sur Paris un endroit, le marché où on achète nos légumes, nos fruits et tout ça, nous autorise à chanter le week-end. On doit être les seuls musiciens à Paris qui chantons en live le week-end. Oh, est-ce que tu peux nous dire à quel endroit pour qu'on aille, ceux qui peuvent et celles qui peuvent, à t'écouter? Alors, c'est dans le 18e, métro Max Dormois, au marché de l'Olive, tous les samedis matins et dimanches matins. Alors, c'est génial. À quelle heure? Alors, c'est de 10h30 à 13h. Très bien, on ira te voir. Voilà. Et puis voilà, donc ça demande une certaine audace de libérer sa voix. Parce que si tu veux, et trouver un équilibre et oser surtout dire qui on est. Parce qu'on ne peut pas se cacher. La voix, ça ne ment pas. La voix, ça dit qui tu es. C'est intime. Absolument. Donc ça a demandé pas mal de prise de conscience, de savoir qui j'étais, qu'est-ce que j'avais à dire aussi, clarifier mon message. Et puis partager, me dire que la voix, c'est un outil merveilleux pour partager. Là, on peut se parler par la voix, c'est magique, tu vois. Et alors justement, en tant que thérapeute, en tant que chanteuse, avec tout ce parcours que tu as, que tu partages aujourd'hui avec nous, en tant que mère, je parlais dans l'introduction de l'adolescence, de la difficulté d'élever un adolescent. Comment est-ce que tu observes aujourd'hui l'adolescence à côté? Tu grandis toi aussi. Oui, elle a 18 ans. Exactement, donc un peu plus âgée que mon enfant à moi. Est-ce que tu peux, quel est ton regard sur cette génération, cette nouvelle génération? Alors, figure-toi que j'avais pas tellement d'ados, de jeunes on va dire, dans mes accompagnements. Et j'en avais même un peu peur parce que moi, je me suis dit dans l'ado, je me sentais pas capable. J'avais encore une certaine croyance. Et figure-toi que j'en ai énormément. Donc, tu sais, des fois, tout ce à quoi on a peur ou on résiste nous poursuit. Donc, voilà. Absolument. Et donc, ce que j'observe déjà, c'est que j'adore. J'ai même créé d'ailleurs des lives où je donne la parole aux jeunes. Parce que je pense qu'il y a un besoin énorme d'expression, de dire. Puisque moi, adolescente, je ne savais pas. J'étais dans des extrêmes. Parfois, je me retenais de dire. Parfois, j'en disais trop. Alors, si tu veux, étonnamment, j'ai quand même une fille assez réservée. Normal, des fois on fait le contrepoint, parce que voilà, moi j'ai connu ça, ma fille. Maintenant, ça y est, elle prend bien la parole. Mais si tu veux, je m'aperçois qu'il y a un grand besoin. Il y a un grand besoin que les jeunes soient écoutés, entendus et prennent la parole. Donc, je les accompagne beaucoup. J'ai de plus en plus d'ados, tu vois, parce que ils vivent une période complexe, le monde change. On a besoin de voix, dans tous les sens du terme, de nouvelles voix, si tu veux. Donc, être à l'aise avec ça, c'est important pour eux, tu vois, d'oser prendre la parole. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Exactement. Ils ont un regard, tu vois, c'est ça.
C'est ce que je disais justement dans l'introduction. Moi, je suis épatée par cette génération qui est d'avoir des positions sur le genre, d'avoir des positions sur la sexualité, d'avoir des positions politiques très claires. Et ils sont absolument merveilleux. Donc, si par exemple, on avait envie de faire un travail avec toi, avec un enfant adolescent, on te contacte comment? Comment est-ce qu'on te trouve sur les réseaux sociaux? Ah oui, tout à fait. Alors oui, réseaux sociaux, Instagram, Céline Pelletier 5, ou sur Facebook, et j'ai une page YouTube aussi, Céline Pelletier, et vous pouvez m'envoyer un mail, tout ça. Oui, j'ai beaucoup, étonnamment, mais j'écoute la vie, ce que la vie m'envoie, et puis la demande aussi. Hein. Donc oui, les ados, ça va de 13 ans à 21 ans, voilà. Tu vois, donc c'est ça, je sens qu'il y a un appel, en tout cas, tu vois. Absolument. Et pour finir, parce que le temps malheureusement est limité, oui, ça va vite, tu es dans la rue. J'aimerais savoir ce que tu aimerais nous dire sur l'amour par rapport à là, on a parlé de l'amour du métier, l'amour de la mission pour laquelle on a été appelé. Et l'amour, c'est quoi pour toi? L'amour, c'est tout. Moi, je vis avec un grand A, l'amour. Ce n'est pas, pendant très longtemps, je croyais que c'était que pour un homme et une femme, ou l'amour de son enfant ou des parents. Mais en fait, j'ai élargi, j'ai ouvert mon cœur aussi. Et l'amour, c'est dans tout. C'est la nature, c'est ce qu'on voit devant, c'est le partage. Pour moi, c'est l'abondance, lié à l'abondance. Quand tu vois cet arbre que tu m'as... Voilà, j'ai oublié le nom, excuse-moi, mais... Bougainvillier. Bougainvillier, voilà. Ça, c'est l'amour. Enfin, c'est-à-dire tout ce qui est du vivant. Voilà, donc moi, j'ai élargi, si tu veux. Et du coup, j'aime un peu plus aussi les personnes qui m'entourent. C'est ce que j'ai ouvert plus large, tu vois. Absolument. Et cela est en lien forcément avec cet amour de la vie dont tu parlais au début. Merveilleux. Sur ces paroles magnifiques et avec un énorme plaisir, je te remercie. Ah oui, ça m'a fait plaisir. Qui font des voix parallèles et avec qui ont beaucoup de ponts. Et puis, je te dis à très bientôt parce que ce n'est pas la dernière fois. À très bientôt. Un abrazo. Et merci du partage. Abrazo. Merci beaucoup. À très bientôt. Un gros bisou de Paris. Au revoir, bisous. Merci. Bye bye. Merci à toi. Este es el podcast Just in Time. Para que podamos intercambiar, tenemos la página de Facebook, podemos también intercambiar con el correo electrónico y también en la app de Just in Time, de Vinyasa Yoga Just in Time en Wix. Puedes mandarnos tus mensajes, haz tus sugerencias, preguntas, comentarios para que te vayamos respondiendo. También está la posibilidad de dejar un mensaje vocal en el mismo podcast. Te podemos mandar el link para que nos dejes un mensaje vocal. Nos vemos pronto. 3:30. A ver, ok. Entonces, sábado de 10 a 3:30 y lunes son media hora menos, ¿no? Sí, media hora menos. Ok, perfecto. Lo conservo la tarjeta. Sí, muy bien. Que le vaya muy bien. Buen día. Hasta luego.